Audio Jungle. Vous informer, c'est notre première préoccupation, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition rétrospective de la semaine. Le lundi à Kinshasa, après la fête du Nouvel An célébrée dans le monde entier, les activités économiques étaient très faibles. Nos reporters ayant sillonné la capitale ont constaté une faible circulation routière, des maisons commerciales quasiment fermées. Comme à la Gombe et Lingwala, quelques Kinois approchés ont attribué ces manques d'activité à la fatigue liée aux festivités. Regardez. Magasins, boutiques, pharmacies. Des activités commerciales sont en berne les lundis d'après les jours de l'an. À Kinshasa, célébré les dimanches. Quelques Kinois rencontrés pensent que la faible circulation constatée est due entre autres à la fatigue d'hier. La journée d'hier, c'était une journée tout à fait spéciale. Les gens étaient allés fêter, chacun était allé fêter à sa manière. La plupart des personnes sont fatiguées et puis ils n'ont pas pu répondre aujourd'hui. L'impact, il y en aura toujours parce que les gens ne sont pas là et ce que l'État pourra récolter, il n'arrivera pas à les faire. C'est ma grande sœur qui vend ici, mais elle a donné repos à ses travailleurs. Nous allons recommencer la semaine prochaine. Toute personne a besoin du repos. Alors, comme ils ont travaillé pendant toute une année, c'est tout à fait normal qu'ils se reposent aujourd'hui. Nous sommes les deux. La circulation doit être normale. Les magasins sont déjà ouverts. C'est presque 3 seulement qui sont fermés, ici, sur l'avenue du commerce. Signalons que cette journée est similaire à l'après-Noël, le 26 décembre dernier. Certains conducteurs de taxi et taxi-moto se sont plaints de la faible circulation de la population après la fête du Nouvel An. Un constat fait dans la ville-province de Kinshasa le même lundi. Ils se sont exprimés par conséquent. Suivez. Après la fête du Nouvel An, la plupart des Kinois n'ont pas vaqué normalement à leurs occupations ce lundi 2 janvier. Selon certains conducteurs de transport en commun, interrogés à ce sujet, il y a faible circulation dans la capitale. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas sortis. La voie est libre, il n'y a pas d'embouteillage. C'est un avantage pour nous les conducteurs. Et ça, pour ce qui concerne Zela, parce que ça, ils ont un embouteillage à mon côté. C'est normal quand on est Zalaka, différence c'est ça que le mouvement est à ma système. La circulation est normale, il n'y a pas d'embouteillage. Mais en termes de recettes, c'est un manque à gagner. Mon mouvement est normal pour embouteillage et ça n'a côté, mais que par rapport aux recettes, les autres non. Pas comme ça. Ce chauffeur de taxi-moto, lui dénonce les tracasseries routières constatées sur le terrain. Circulation exactement par rapport on n'est pas fait vraiment. Parce que 2023 vraiment, bien que ça m'a cassé vraiment. Malgré ces moments de courtoisie, il y a toujours les tracasseries routières. Beaucoup de personnes n'ont pas d'argent ces derniers temps. A noter également que ces conducteurs de taxi et taxi-moto demandent au gouvernement d'améliorer les conditions sociales des Congolais.
Autre chose à signaler dans ce journal, durant son séjour dans le Kasaï oriental, au centre du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré l'école primaire Dr Étienne Tshisekedi à Mupompa, dans le secteur de Kabeya-Kamwanga. Construite par les éléments du service national, elle compte 24 classes et va fonctionner en 2 vacations. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériels informatiques, les centres communautaires de Kabeya-Kamwanga et Étienne Tshisekedi offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite. C'est dans cette ambiance festive que le président Tshisekedi a procédé à la coupure symbolique des ribans de ces complexes, centres pilotes de Kabeya-Kamwanga. L'hôte a fait le tour de ces bâtiments qui symbolisent les développements à la base. En plus des salles de classe modernes, les élèves de Kabeya-Kamwanga bénéficieront d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif, d'un centre hospitalier et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Ces projets devraient s'étendre dans différents territoires du Kasaï oriental. Toujours au cours de son séjour au Kasaï oriental, le président Tshisekedi a procédé à la coupure du ruban du centre communautaire de Kabeya-Kamwanga, appelé également Étienne Tshisekedi Wamulumba, un complexe avec salle de classe, point d'adduction d'eau potable, centre récréatif et hospitalier. C'est une fierté pour la province du Kasaï oriental qui voit ces jours l'érection des bâtiments neufs avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, baptisés complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, construit par les bâtisseurs du service national, issus des rangs des gangs appelés Kuluna. Ici, reconvertis en main-d'œuvre de qualité. Ces joyaux viennent d'être inaugurés par le président Félix Tshisekedi au village Mupompa, à 45 km du territoire Kabeya-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabouik, commandant du service national, par le président Tshisekedi. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Non, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà, aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Ces bâtisseurs du service national ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici peu, ils offriront au village Mupompa un hôpital de 72 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Concurrence déloyale imposée par certaines ambassades, peu des revenus financiers figurent parmi les contraintes actuelles des agences de voyage à Kinshasa. C'est ce qu'a affirmé mardi 3 janvier un acteur du secteur à nos reporters et qui ont constaté une faible engouement du public vers ces agences qui bénéficiaient à une époque récente d'un sérieux intérêt auprès du grand public.
À Kinshasa, les agences de voyage sont devenues des entreprises intermédiaires importantes pour les démarches de voyage, mais aussi la commercialisation de billets d'avion pour les compagnies d'aviation. Dans les faits, en termes de vente de billets, ces agences obtiennent des billets auprès des entreprises d'aviation pour ensuite les revendre, bénéficiant des pourcentages déterminés par les deux parties. Nous travaillons en partenariat avec les compagnies d'aviation et c'est grâce à eux, ils sont nos partenaires, nous les représentons chez les clients. On a des sites là où on peut trouver les billets, on conclut, mais on fait les billets pour les clients, mais nous gagnons le pourcentage avec les compagnies aériennes. Plusieurs difficultés rencontrées dans ces secteurs ont également été évoquées. On n'a pas d'autres emplois, on a créé nos propres emplois d'assister les clients, mais s'il y a déjà d'autres personnes qui sont déjà dans les ambassades et ils sont déjà assistés, et nous on sert à quoi? On ne sert plus à rien en fait. Nous payons les taxes, nous payons des impôts, ils sont tout le temps là derrière nous pour chercher les documents ou les payer de taxes comme vous avez dit. Donc voilà, nous sommes réglo avec l'État. Nous payons tout ce qu'ils demandent, mais en réalité, notre travail n'est pas vraiment facile, au fait. C'est plus rentable comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça devient un peu compliqué. Une sorte de commerce déloyal que dénoncent ces agences, qui espèrent que l'État congolais vienne un jour à leur secours. Assurance vie et assurance dommage sont les deux branches d'un système mis en place par les sociétés d'assurance qui évoluent dans les secteurs marqués actuellement par sa libéralisation. Mais de quoi s'agit-il? Élément de réponse dans ce reportage de mardi 3 janvier. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les codes des assurances en 2016, il y a de cela près de 7 ans, le marché des assurances a connu sa libéralisation en République démocratique du Congo. Ainsi, plusieurs sociétés ont inondé ces secteurs en mettant généralement en place un système d'offres à deux branches, l'assurance vie et l'assurance dommage. Cet acteur du secteur détaille de quoi il s'agit. Ce n'est qu'avec l'avènement du Code des assurances qui a été promulgué en 2015 et qui est entré en vigueur en 2016 qu'il y a eu la libéralisation du secteur. En lisant le Code des assurances, on se rend compte que l'article 400 fait un distinguo entre deux branches. Il y a d'abord la branche vie et puis la branche non-vie, que d'autres appellent la branche incendie, accident, risque divers, que de manière simpliste, on peut appeler la branche dommage. Dans la branche vie, vous avez deux types de produits qu'on appelle les produits de capitalisation et puis les produits de la prévalence d'essai. C'est donc des produits, comme vous le comprenez, qui sont liés soit à la mort, soit à la vie d'une personne. Par contre, dans la branche non-vie, qu'on peut aussi appeler la branche dommage, il s'agit généralement des assurances liées à des événements qui sont liés soit à des responsabilités, soit à des actes posés, pour lequel une compagnie d'assurance va venir indemniser. Il en définit ici avec force les bienfaits. La vie est faite des aléas. La vie, on ne sait pas de quoi elle sera faite demain. Pendant que nous parlons ici, nous ne savons pas dans la minute après qu'est-ce qui va arriver. L'assurance, donc, son rôle principal, son but, c'est donc de venir vous apporter une couverture, une sécurité, une garantie que si jamais un risque venait à survenir, la compagnie d'assurance sera là pour venir vous indemniser ou encore pour venir vous accompagner. C'est depuis les années 60 que les marchés des assurances étaient verrouillés en République démocratique du Congo. Actuellement et avec la loi en vigueur, le secteur est libéralisé. Les émeutes lancées le 4 janvier 1959 à l'ex-Léopoldville
Kinshasa actuelle sont une série de troubles sociaux s'étant déroulés dans cette ville, paralysant notamment les activités économiques de la capitale de l'ex-Congo belge et marquant un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Entre 49 et 500 personnes ont perdu la vie. Les dégâts matériels importants enregistrés et des Congolais sans emploi seront tenus largement responsables. Selon un rapport belge de l'époque, la date est depuis un certain temps commémorée en RDC. Des magasins, boutiques et autres lieux de négoce saccagés au cours de ces manifestations qui prendront 3 jours. La capitale vit sous les chocs et l'économie locale est profondément perturbée. Ces émeutes éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abako de manifester le 4 janvier 1959 au Stade Imka. Kassavubu doit s'adresser à la foule sur les thèmes du nationalisme africain, mais lorsqu'il soumet une demande pour organiser son rassemblement, cela sera rejeté. Les autorités du parti tentent le 3 janvier de reporter les rassemblements, mais le dimanche, le 4 janvier 1959, une foule épaisse se rassemble tout de même devant Imka. Kassavubu et d'autres responsables du parti arrivent sur les lieux et essayent, en vain, de renvoyer les manifestants chez eux. Les violences commencent après les refus des manifestants de se disperser. Selon les estimations de la presse de l'époque, ce sont quelques 35 000 Congolais qui se retrouvent impliqués dans ces actes dits de vandalisme. Les émeutiers auraient cassé et pillé des vitrines. Un calme précaire n'est revenu qu'à la suite de la répression sanglante d'officiers de police et de l'utilisation des voitures blindées. Tout de suite après les événements, les autorités belges jettent le blâme sur les Congolais sans emploi, précisant toutefois que la majorité des 250 000 habitants de la ville n'étaient pas impliqués, selon un rapport. Néanmoins, quelques jours plus tard, les autorités belges s'activent pour mettre en place des réformes qui offrent aux Congolais plus de pouvoir de décision et annoncent même la tenue d'élections en décembre 1959. Le 4 janvier est désormais un jour férié en République démocratique du Congo, connu désormais sous les noms des journées des martyrs de l'indépendance. Les Congolais se sont souvenus le mercredi 64 ans après des scènes violentes, des émeutes qui se sont déroulées dans les rues de l'ex-Léopoldville après l'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting de l'Abako programmé dans les installations de l'IMCA. 3 jours de suite marqués par des troubles sociaux et des perturbations sérieuses des activités économiques. IMCA rappelle constamment la date du 4 janvier 1959 où, dans le rue de Kinshasa, à cette époque, les mots magiques étaient indépendance. Le cria au vu et au sud belge par défi et pour arracher inéluctablement l'indépendance dans le but d'inciter le roi de Belge de prendre acte. De scènes de mètres s'en étaient suivies et cela avait paralysé les activités économiques comme le témoigne Jean Capaille. Lors de ces émeutes, les gens étaient dispersés car personne ne pouvait y rester. Magasins fermés, tout le monde voulait se mettre sous l'abri. Raphaël Modia se souvient encore de cette journée comme si c'était hier. Avec les désordres qu'il y avait, les coups de feu, tout le monde fuyait. Ma sœur Renée était même visitée par des soldats belges qui croyaient qu'elle gardait des armes. Après avoir fuyé, ils n'ont rien retrouvé et ils l'ont relâchée.
L'État, il est déjà qui me ça, il va venir passer par la capote la police, la temps va belge, va qui, va coûter la grande chef, va vite, tout ça, on a d'accord, tout contrôler, on a d'accord, la mission, va armer aller. À côté de l'andako, va fouiller, arme, mon père, qui n'a côté, va tirer, va libérer. 64 ans après, le Congolais garde encore une pensée honorable pour ces martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, tombés le jour des émeutes du 4 janvier 1959. La République démocratique du Congo a célébré le mercredi 4 janvier la journée des martyrs de l'indépendance. 64 ans passés, qu'est devenu le centre culturel IMCA qui devait abriter le discours de Kasavubu dont l'interdiction a déclenché les émeutes. Mal entretenu, interminable conflit interne entre gestionnaires. Dans ce reportage, l'un des travailleurs rencontrés revient sur les difficultés de ce mythique centre. Connu pour son histoire en rapport avec la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, le mythique centre culturel IMCA a perdu à ses jours son image de marque. En effet, alors qu'il devait servir de principaux sites touristiques au regard de son histoire pour les générations actuelles et futures, cet endroit est transformé en un lieu aux allures abandonnées et connaît plusieurs problèmes internes, dont les conflits entre gestionnaires. IMCA, c'est une organisation internationale, les ASBEL, les Anglais. Les apports d'encadrement jeunesse. Tant autant la basket, autant d'abord Imika. Bimisi ba mutombo dikembe, ba modi, ba petit belé, ba beta le lona etas, ba bandia. Les structures moko ya mukete, les internationales. Mindondo za trou awa. Moye penato sala musala oyo. Imika ya Londres, Imika ya Belgique, Imika Canada, Imika Angola, sala ka Kenya, pour siège Afrique, ils en a Kenya. Moi tout ça la musala penza ezate parce que ezaka kofunda nana kofunda mais lokola nazo biso boye bauta ko bimisa biso libanda un certain mutu moko boye aye alobi ye azalaka président na 2015 aye na re na ba policier wa bache désordre babimisi bato libanda biso nyonso tokendeki libanda désordre koti babiloko ebungi biloko francophonie ezalaki awa ebungi tobandaki kofuta mate mais banda nouveau secrétaire général aye na président AI o atikali wana en tout cas tozaka na retard te azofuta biso suka sanza nyonso prime keloko tozosenga na bakonzi ba libérer ensemble salama na IMCA o ya kobima président a diriger comment mutozo ya lobi azalaka président na 2015 pe ya bengani bajan. Signalons que son siège international se trouve à Genève en Suisse, celui de l'Afrique à Nairobi au Kenya. En RDC, son siège est situé au cœur de la capitale congolaise, au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, dans un état piteux. À quelques jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné d'une délégation de l'Église catholique, a visité le jeudi 5 décembre l'aéroport d'Ndolo, site qui va abriter la messe devant être célébrée par le pape François afin de s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Nous sommes à quelques jours de l'accueil de Sa Sainteté le Pape, qui a bien voulu reconfirmer sa visite ici sur l'invitation qui lui avait été faite par Son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous, au niveau du gouvernement, en collaboration avec l'Église catholique, mais toute la population congolaise, nous nous mobilisons pour cet événement, cet accueil que nous voulons avoir et que nous n'avons pas eu ici depuis 1985. Et donc on est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Parce que, comme vous le savez, l'arrivée de Sa Sainteté le Pape est prévue ici pour le 31 janvier. Et au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site qui sera désormais historique aussi, Papa de Ndolo. Et il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués,
dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Je vais continuer mes visites au niveau du Stade des Martyrs, de la cathédrale, de la Cinco, où d'autres événements sont prévus. C'est aussi pour moi une occasion de faire un appel d'appropriation à cet événement. Nous allons avoir des délégations qui vont venir non seulement de toutes les provinces du Congo, mais aussi des pays d'Afrique qui veulent bien avoir l'occasion d'être avec Sa Sainteté le Pape, de s'approprier. Nous allons très vite, en tout cas, dévoiler tout le système qui va permettre l'accès aux différents sites, le programme détaillé, de manière à ce que tous ceux qui veulent participer à un niveau ou à un autre de l'événement, à partir de l'accueil jusqu'au départ de Sa Sainteté le Pape, ils soient informés de cette visite. Et donc, au travers non seulement du ministre de la Communication, mais surtout au travers des communications de l'Église, tout cela sera dévoilé. Nous souhaitons simplement la bienvenue à Sa Sainteté le Pape en ce début d'année 2023 et nous invitons en tout cas toute la population à ce bel accueil qui lui sera réservé à la hauteur non seulement des Congolais, mais surtout de ce grand Congo situé au centre de l'Afrique. Autre chose à signaler dans ce journal, quelques secrétaires généraux écartés lors de la dernière mise en place estiment que la procédure n'a pas été respectée. Réagissant, Hilaire Viminde, cadre de l'intersyndicat de l'administration publique, a relativisé la réaction de ses désormais ex-secrétaires généraux. Dans un mémorandum adressé à la présidence de la République, quelques secrétaires généraux écartés lors de la dernière mise en place, faite par le VPEM en charge de la fonction publique, dénoncent plusieurs irrégularités. Interrogé à ce sujet, Hilaire Viminde, syndicaliste de son État, estime que cette mise en place avait pour mission mettre fin au régime des intérimaires. Je ne sais pas de quelle procédure ce secrétaire général parle, parce que la dernière mise en place qui est intervenue des secrétaires généraux, évidemment, avait plusieurs raisons. Mettre fin au régime des intérimaires, consacrer le respect de la légalité, et puis faire justice aux secrétaires généraux lauréats qui avaient concouru et gagné au test. D'ailleurs, cette mise en place a été réclamée à tue-tête par l'INAP. Et je ne vois pas de procédure, parce qu'on n'a fait que faire justice, on a consacré la légalité. De toute façon, s'ils se sentent lésés par une quelconque voie procédurale, ils sont libres, la loi prévoit les mécanismes de recours. Mais quant à dire par rapport à la mise en place des secrétaires généraux, c'est un non-lieu. Ici, il ne s'agit pas des provinces, ici, il s'agit de celui qui a gagné les concours. On peut faire un petit exercice arithmétique. Nous sommes 5 candidats de Bandundu. Si nous avons tous gagné, que voulez-vous? On va tous nous affecter. Donc il n'y a pas question d'équilibre géopolitique, ça c'est révolu. C'est à l'époque des nominations des secrétaires généraux où on tablait sur l'équilibre géopolitique. Ici, il s'agissait d'un concours organisé. Les lauréats ayant gagné, ils ont été affectés et c'est tout. À noter également que ces secrétaires généraux mis à l'écart sollicitent l'implication personnelle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour trouver gain de cause. La banque Equity BCDC est-elle en train de vivre des moments de turbulence? À travers un avis à public parvenu à la rédaction des Ecofin Télévision, cette banque alerte l'opinion sur un écart de plus de 11 millions de dollars américains et des 172 500 000 francs congolais constatés au cours des opérations d'intégration progressive intervenue après la fusion, des sommes qui équivalent à 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque.
C'est une situation sans précédent au sein de cette institution bancaire. Jeudi soir, Equity BCDC alerte l'opinion congolaise à travers un avis à public sur un écart de plus de 11 millions de dollars américains et 172 500 000 francs congolais constatés au cours des opérations d'intégration progressive intervenues après la fusion entre la banque kenyane Equity Bank et la Banque commerciale du Congo, BCDC. Ces montants représentent à eux seuls 3% des fonds propres et 0,3% du total actif de la banque. Dans sa communication, la direction générale des Equity BCDC précise que la banque n'a pas enregistré d'écart dans les dépôts et les comptes des clients. Si l'institution bancaire reste muette sur la nature de l'écart, plusieurs observateurs sont d'accord que cet écart est bel et bien négatif. Quant à la décision de rendre publiques ces informations, Equity BCDC se justifie par le fait qu'elle s'impose à elle seule les normes les plus strictes en matière de responsabilité et de transparence. Face à l'ampleur de la situation, la banque détenue majoritairement par le groupe kenyan Equity Holdings a sollicité le soutien des autorités nationales congolaises et agences gouvernementales d'investigation et de sécurité pour l'accompagner dans ses enquêtes. À la personne jugée responsable de cette situation, la banque promet un traitement conforme à ses politiques, procédures et les cas échéants aux lois de la République. Pour rappel, Equity Banque commerciale du Congo, Equity BCDC en sigle, est une banque commerciale de la République démocratique du Congo, née de la fusion entre Equity Bank Congo et la Banque commerciale du Congo suite à l'acquisition de la majorité d'actions de la BCDC par Equity Group Holdings auprès de la famille des George Forrest en juillet 2020. Equity BCDC est donc une filiale d'Equity Group Holdings PLC, une holding panafricaine des services financiers cotée à la bourse de Nairobi, à la bourse de l'Ouganda et à la bourse du Rwanda. Equity BCDC a un total actif de 3 566 953 000 dollars américains, des fonds propres de l'ordre de 356 215 000 dollars américains, une base des clients de 1 743 953 et le dépôt total de ces clients s'élève à 2 987 448 000 dollars américains. Equity Group Holding est la plus grande institution des services financiers dans la région avec des actifs de plus de 11 milliards de dollars américains. C'est également la plus grande banque en termes de dépôts avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars américains et une base de plus de 18 millions de clients. Après plusieurs soupçons de détournement de fonds alloués à certains travaux en Mbuji-Mayi, un acteur de la société civile, Albert Kyungu, depuis Kasai Oriental, a demandé vendredi l'implication de l'inspection générale des finances afin que la lumière soit faite sur les dossiers et que les responsables répondent de leurs actes. Ce sont des faits qui sont racontés, mais il n'y a pas eu encore des enquêtes sérieuses pour établir effectivement qui est qui. Et comme nous les prenons comme des alertes et nous sommes en train de courir derrière pour voir effectivement qu'est-ce qu'il y en a au juste. Donc, c'est comme ça que nous prenons les faits. On aurait souhaité que les assemblées, les organes délibérants en province en saisissent, que les organes, l'Assemblée nationale, Cour de compte, jusqu'à l'IGF s'en saisissent pour nous faire un peu la lumière. Nous continuons à documenter, à recouper les informations, pas là où les cas s'avéraient vrais. Je sais que les gros du problème, c'est l'écart entre la promesse, l'annonce et l'arrêté sur terrain. C'est là qu'il y a des écarts. L'annonce a été faite, la promesse a été faite, et l'arrêté sur terrain s'attarde. Est-ce qu'il y a des raisons techniques ou c'est vraiment les détournements? Donc, c'est comme ça que nous percevons la chose. Il nous semble que les 42 millions était annoncé pour attribuer à ce consortium de 3 entreprises pour 2 universités, pas seulement pour l'OIM. C'était à la fois pour l'OIM et l'UNICAN, Université officielle de Mbuji-Mayi et l'Université de Kananga. C'est ce consortium-là qui avait gagné. Pour donc que la lumière soit faite, que si détournement il y a, que les coupables soient déférés devant les instances
compétents devant les organes de la loi, qu'ils répondent de leurs actes. Coupé en deux après la pluie diluvienne qui s'est abattue le 13 décembre 2022 sur la ville de Kinshasa, la route nationale numéro 1 est en pleine réhabilitation. Des engins et autres matériels de construction sont en place pour relier complètement ce tronçon de grande importance économique reliant la capitale à la province du Congo central au sud-est du pays. Constat fait le vendredi 6 janvier par nos reporters. Le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, coupée au niveau du quartier Matadi Mayo et en vrac, des suites de la pluie diluvienne de mardi 13 décembre 2022, qui a causé plusieurs dégâts à Kinshasa, se poursuivent en vue de rétablir le trafic sur cette voie importante sur le plan économique. Le riverain et autres usagers disent que les travaux vont à pas de tortue et demandent au gouvernement de mettre la pression aux ingénieurs pour que les travaux s'accélèrent. Le gouvernement a l'effort multiplier l'effort pour que Missale soit moins rapide parce que Missale est vraiment que le gouvernement multiplie des efforts pour que les travaux s'accélèrent. Nous, les chauffeurs, sommes pénalisés parce que les travaux sont très lents. Ces travaux demandent davantage des financements du gouvernement. Et surtout, les travaux sont un peu rapides. Mais dans une semaine, on va faire ça qui est impossible dans ce là. Cela dépend de la sorte d'érosion de nos allées. On va difficulté de se couper à la seulement ceux qui m'ont même quitté zélo. Ceux qui m'ont zélo. À ce stade, on peut facilement rouler, mais les délais que nous avaient donnés pour la fin des travaux n'est pas respecté puisqu'il y a encore un grand travail. Cependant, il demande au gouvernement congolais de ne pas seulement s'arrêter à réhabiliter la route nationale numéro 1, mais aussi de descendre plus bas où le tête d'érosion ont causé des dégâts importants, mettant en danger la vie de plusieurs personnes. Bienvenue dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision qui s'ouvre avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique « Le franc congolais s'est déprécié de 4,7% sur le marché parallèle en 2022 ». En effet, écrit les confrères, le franc congolais s'est déprécié de 4,7% et 0,8% en 2022, respectivement sur le marché parallèle et l'indicatif contre 1,2% en 2021, a relevé, précise le confrère, la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, BCC, de la semaine du 23 au 30 décembre 2022. Les confrères ont chéri que le rythme de dépréciation de la monnaie nationale a ralenti au cours de la semaine sous examen, essentiellement sur le segment parallèle. Le confrère poursuit, la note de conjoncture a également relevé que la croissance économique pour cette période a été à 6,696% en 2022 et projetée à 6,396% en 2023. D'après la note de conjoncture économique de la BCC, précise le confrère, elle serait impulsée principalement par le secteur primaire dans sa branche extraction. Le rythme de formation de prix s'est légèrement accéléré au cours de la 5e semaine de décembre 2022, précise le confrère, situant l'inflation hebdomadaire à 0,32% contre 0,31% la semaine précédente. Une décélération de l'inflation est attendue en 2023 et ce taux de croissance est le plus élevé de l'Afrique, conclut l'agence congolaise de presse. Samalou Kondé inspecte le site où se dérouleront les activités du souverain pontife. C'est Forum 2As qui titre ainsi à sa une. Il ressort de cette visite d'après Forum 2As qu'à l'aéroport de Ndolo,
Un hangar est en pleine construction et les travaux sont bien avancés. La construction du podium où se tiendra la célébration eucharistique est posée, bien que les travaux de finissage se poursuivent encore. Le confrère poursuit, un ascenseur est même prévu pour la mobilité du souverain pontife. Il y a également de chaises avec effigie du Saint-Père déjà disponibles et n'attendent que, souligne le confrère, le jour J pour être utilisées. Samalou Kondé a aussi visité le stade de Martyrs. Sur place, écrit Forum 2As, il a donné quelques instructions au gouverneur de la ville-province de Kinshasa concernant la salubrité de ces sites et ses alentours. Pour sa part, Monseigneur Cholet renchérit le confrère a exprimé sa gratitude envers le chef du gouvernement pour son implication dans cet événement. Le journal poursuit qu'avec les différentes commissions impliquées dans l'organisation de cet événement, chaque partie prenante a un rôle à jouer. Forum 2A se signale par ailleurs qu'il est prévu une grande communication sur le programme et le déroulé de la visite de sa sainteté à Kinshasa. Voilà tout pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.